Débat pour la nation, nous sommes en direct. 11 heures passées de 11 minutes ici à Kinshasa, je pense 12h11 au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Toute notre compassion à nos frères et sœurs là-bas à l'Est du pays et puis aux âmes des Congolais qui décèdent matin, midi, soir. Je suis en direct, comme je disais, je reçois pour vous Rex Kazadi, connu comme un grand combattant de la diaspora. Je ne sais pas s'il continue à être ce grand combattant, on va lui poser toutes ces questions. Rex Kazadi qui a fait vraiment des pluies et des beaux temps au niveau de la diaspora congolaise avec les combats. On va parler de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il est toujours dans ces combats, comme je disais, ou non. Actuellement, il est dans un bord politique particulier ou non. Comment est-ce qu'il voit la gestion de Kabila? Parce qu'il a combattu M. Joseph Kabila dans l'espoir que celui qui viendra après ferait mieux. Est-ce que exactement son combat a payé? Est-ce qu'aujourd'hui, les régimes en place fait mieux que M. Kabila ou non? Tentative de réponse à toutes ces questions tout à l'heure avec Rex Kazadi. Merci à Belgodor, merci à Fia Lungela, Réveil et à Joe. Rex Kazadi, vous allez bien? Très bien, vous-même? En forme? Ça va, très en forme. Depuis quand déjà au pays? Depuis une semaine. Une semaine déjà. Ouais. Rex Kazadi, quand les publics congolais en général vous voient, ils pensent au combat. Comment va les combats? Ça continue toujours au niveau de la diaspora? Le combat qu'on faisait à l'époque n'existe plus dans la forme originelle. Le combat, il a changé, il est devenu beaucoup plus politique. Donc le combat continue pour le changement, mais c'est un combat beaucoup plus politique qu'activiste. On est moins dans la rue, on est moins dans les actions coup de poing. C'est-à-dire quoi, quand vous dites que le combat a changé, c'est maintenant plus politique, on est moins dans les rues? Bah oui, il y a 5 ans, je me suis présenté à la députation. Exactement. Donc c'est plus politique. Ah d'accord. Voilà. On n'est plus dans les actions de rue, parce on était d'abord un groupe d'activistes. Et petit à petit, le mouvement s'est transformé en des mouvements politiques. Chacun a suivi sa route, à gauche, à droite, et moi je continue la mienne. Alors, après la députation, vous êtes maintenant dans un parti politique? Non, je n'appartiens à aucun parti politique, je suis dans aucun parti politique. Alors moi je défends des idées, et je défends mes idées, et c'est ces idées-là que j'ai envie de partager avec les Congolais. Ah d'accord. Vous n'avez pas soutenu les présidents actuels, soit les régimes actuels au début du mandat? Je pense, ça c'est mon appréciation personnelle, je pense que tous les Congolais, même ceux qui étaient contre l'élection de Félix Tshisekedi, lui ont accordé un capital de sympathie qui a duré peut-être pendant 2 ans, 2 ans et demi. C'est-à-dire les Congolais ont pensé que Félix, Mwanamboka, etc., fils de Tshisekedi, allait faire mieux que l'ancien président. Bon, malheureusement, on se rend compte 4 ans plus tard, à la fin de son mandat, que entre Kabila, en fait Félix Tshisekedi c'est Kabila light, comme Kabila c'était Mobutu light. Voilà. Donc il n'y a pas de différence entre... En quoi Est-ce que tu vois que les Congolais vivent mieux aujourd'hui qu'il y a 5 ans? Aujourd'hui le dollar est à 2300 par exemple. Exactement. À l'époque de Kabila il était à 2000. Donc c'est pas pour faire l'éloge de Kabila, parce que déjà à l'époque je trouvais que c'était insuffisant. C'est comme si on était... aujourd'hui on nous parle de progrès, de budget qui augmente. Mais lorsque vous partez, lorsque vous avez 0 et que vous rajoutez plus 0,90, ça reste toujours 0. Exactement. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc le panier de la ménagère congolaise est toujours vide. Mais si je vous comprends bien, en quelque sorte, votre combat n'a pas pu payer ce que vous pensiez, ce que vous escomptiez. Est-ce que nous avons aujourd'hui dans la gestion du pays aujourd'hui l'état de droit que nous voulons, le peuple d'abord? Aujourd'hui au Congo, on tue, on viole, on pille, on assassine, on spolie, on rentre en prison, etc., etc., sans jugement. Et lorsqu'on vole, on fait quelques mois de prison, on ressort. Donc il y a la corruption dans ce pays. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les indicateurs nationaux et internationaux le disent. Même le chef de l'État lui-même. Même les papes l'a décrié. Vous imaginez? C'est-à-dire que parfois j'ai l'impression que les chefs de l'État parlent du Congo comme un spectateur, comme quelqu'un. Ah bah oui. Les chefs d'État parlent du Congo comme un spectateur.
Je l'ai encore écouté. Il est regardé de loin. En Afrique du Sud, il dit oui, ça ne va pas à cause du Rwanda. Et je leur avais proposé de faire du business, ils ne veulent pas faire du business, etc. etc. Il ne comprend pas que le rôle d'un chef de l'État, c'est quoi le rôle du chef de l'État? C'est de dire que nous allons régler le problème du Rwanda demain. Nous allons nous donner les moyens. Nous allons faire en sorte que le peuple congolais nous soutienne et que nous puissions régler ce problème parce que c'est un problème qui est de la responsabilité du chef de l'État. Vous répétez un peu, le rôle du chef c'est quoi? Les chefs ne doivent pas pleurnicher, dire que non, nous avions... C'est vous qui avez utilisé le mot planifier. Ça veut dire que vous avez compris l'idée. C'est-à-dire que le chef de l'État doit être dans l'action et ne pas être quelqu'un qui dénonce les choses qui ne fonctionnent pas. Parce que si ça ne fonctionne pas, ça veut dire que lui n'a pas fait le nécessaire. Omoni, vous allez la papa, moi, la famille, moi, bana bazoliate, yozolo moni bana nanga, baliakate, bana nangai, ça fait 4 jours, bazola la bienté, bana nangai, mais balambeli bangote, ils ont tambola bienté. Non, à un moment donné, bana no bazoliate, ozo sala nini pour bana no balia. Au télémi, ok musala, ok ko bunda, au même miloko, au pesi banana. Ceux qui batunio, banano non, banana baliaka bien. C'est qu'il faut pour Baliaka. C'est comme ça qu'il faut fonctionner un chef de l'État. On tue, on viole, on assassine au Congo. Il doit faire en sorte que ça s'arrête. C'est pas simplement de dénoncer, de dire que le problème est outil au Rwanda, c'est le Rwanda qui tue, c'est le Rwanda. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour défendre le Rwanda, pour défendre les Congolais? Qu'est-ce qu'on fait pour défendre la vie des Congolais? Exactement. C'est vrai qu'il y a à Kalmi, je vous avais promis ça hier, il y a à Kalmi ce matin à Goma, mais nous allons revoir ces images d'hier. À Goma, comment est-ce que ça s'est passé avec Rex Kazadi? Je pense 2 ou 3 minutes. Comme ça, comment est-ce que la population était contre, même cette force régionale, il reste contre, la population exige les retraits de la République démocratique du Congo dans ces structures de l'Afrique de l'Est, l'EAC. On suit ces 2 ou 3 images comme ça et puis nous allons revenir. C'était là quelques images amateurs de ce qui s'est passé hier à Goma, mais j'ai reçu également plusieurs messages de nos compatriotes de Goma qui craignent à ce que Goma puisse tomber parce qu'ils disent que non, actuellement Goma est asphyxié. Donc ils ne savent plus comment même se ravitailler de quelques produits. Aussi longtemps ici à Kinshasa, apparemment on n'est pas très conscient. Les présidents, c'est vrai qu'on va parler de ça avec Rex. On reproche également au président de la République. Ça fait 4 jours, le président n'est pas au pays. C'est vrai qu'il rentre, mais il part. Les samedis, il était dans un pays. Les dimanches, dans un autre. Lundi, hier, dans un autre encore. Aujourd'hui, il est ailleurs, au niveau de l'Afrique du Sud. La population est également inquiète. Rex Kazadi, quand vous voyez ces images, les mêmes problèmes pratiquement, plus de 10 décennies qui perdurent, même Kagame, c'est vrai que c'est les sanguinaires, c'est les criminels. Même lui s'étonne, il s'est dit que comment est-ce que nous pourrions être incapables de trouver des solutions à un problème qui perdure pendant 2 décennies. C'est l'irresponsabilité de nos chefs d'État successifs, Joseph Kabila, suivi de Félix Tshisekedi. C'est leur responsabilité à eux. Ils ont démantelé notre armée. Ils ont été incapables de faire des réformes nécessaires pour que l'armée soit efficace. Aujourd'hui, malgré les équipements que nous avons, malgré les militaires que nous avons, nous sommes incapables, parce que nous sommes désorganisés, d'affronter un petit groupe comme celui du M23. Et M23, ce n'est pas une armée, c'est un groupe d'hommes armés, certes soutenus par le Rwanda. Qu'est-ce qui se passerait-il demain si maintenant nous étions en guerre réel contre le Rwanda, c'est-à-dire des militaires rwandais qui seraient en face de nous? Qu'est-ce qui se passerait-il si nous étions en guerre demain contre l'Angola? Qu'est-ce qui se passerait-il?
si nous étions en guerre contre le Congo-Brazzaville, qui peuvent traverser, c'est sur des armées régulières, soutenues par un État organisé, etc. Est-ce que nous sommes capables aujourd'hui, la RDC, d'affronter ces pays-là si demain ils décidaient de nous faire la guerre? Ben non. Nous ne sommes même pas capables d'éradiquer les petits groupes armés qui sont à l'intérieur du pays. Nous ne sommes pas capables de nous occuper du M23. Et le chef de l'État, malheureusement, ses voyages, etc., nous savons que ça ne va accoucher que d'une souris. On verra encore dans quelques jours, il va nous dire que nous avons fait des tours, nous avons essayé, mais ça n'a rien donné. Vous avez vu Bujumbura, comment ça s'est passé? Le chef de l'État, il est en train de discuter avec un commandant. Exactement. Un commandant, un simple commandant, pour lui dire que non, qu'il fallait qu'il discute avec lui. Mais il n'y a pas à discuter avec lui. Ce n'est pas son boulot. Lui, il doit s'adresser aux autres chefs d'État et leur dire, chez moi, ça doit se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'était une bourde, une faute. Encore une de plus. Lorsque vous entendez, la première personne qui a quitté cette réunion, c'était la chef d'État de la Tanzanie. En quittant cette réunion, elle a dit qu'il faut que le chef de l'État de la RDC arrête d'être naïf. Et elle est partie. C'est elle qui a claqué la porte parce qu'elle trouvait que c'était une mascarade, qu'on perdait notre temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous pensez que les présidents seraient naïfs également? Ou soit la République serait naïve? Aujourd'hui, l'approche du chef de l'État n'est pas la bonne approche. Et il est en train d'éviter l'inévitable. C'est-à-dire que vous voulez comment ça s'appelle? Vous voulez pas la guerre. C'est quoi ce proverbe qui dit vous voulez pas la guerre pour le déshonneur, et bien vous aurez la guerre et les déshonneurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous ne voudriez pas la guerre pour les déshonneurs, vous allez l'avoir le deux au même moment. Vous allez avoir et la guerre et les déshonneurs. Donc on doit être prêt pour la guerre. Notre pays est en guerre depuis 30 ans. Nos présidents font semblant comme si le pays allait bien, comme si c'était un pays comme les autres. Est-ce qu'ils font semblant ou bien ils sont serrés complices? Je vais vous donner... Non, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils seraient complices. Comment dire? Vous voyez par exemple Goma. On dit Goma est à 2000 km. Goma n'est pas à 2000 km. Goma est dans le Congo. Goma, c'est le Congo. Si on arrête déjà de voir Goma comme quelque chose de lointain, on commencera à assumer nos responsabilités en tant que Congolais. Exactement. Comment les gens de Goma manifestent et pourquoi les gens de Mbujumaï ne manifestent pas? Et pourquoi les gens du Bas-Congo ne manifestent pas? Et pourquoi ces gens à Kinshasa ne manifestent pas? Congo central ne manifeste pas. Et puis, la chaîne de télévision nationale, la RTNC, aucune image des massacres. Si vous, les chaînes privées, vous ne diffusez pas la réalité de ce qui se passe au Congo, la chaîne nationale, qui vit grâce à l'argent des Congolais, ne diffuse aucune image, ni des massacres, mais depuis tout le temps. Ni des déplacés même. Depuis tout le temps. Dans le Congo, on a des gens, des millions de personnes qui vivent comme des animaux dans des camps des Nations Unies et autres. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas été capable de sécuriser leur retour dans leur domicile. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, Rex, vous vivez dans la diaspora. Il y a beaucoup de messages qui circulent concernant cette situation à l'Est, l'infiltration, beaucoup de choses. C'est vrai que personnellement, l'effet Ngwanda, qui distillait en tout cas beaucoup d'éléments. Qu'est-ce qui s'est dit au niveau de la diaspora? Quelles sont les informations que la diaspora détient que la population ici sur place n'en a pas? Aujourd'hui, la population ici sur place, elle est au courant. Elle est au courant des mêmes informations que la diaspora. Nous savons tous, tu peux t'arrêter dans n'importe quelle rue de Kinshasa, tu poses la question à n'importe quel Congolais, il te dira non, il y a la guerre à l'Est, il y a des Congolais qui meurent. Tous les jours, tout le monde est au courant. Aujourd'hui, on ne peut plus se cacher. Nous avons Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, qui a soigné des milliers de femmes violées. Vous ne l'entendez pas, il n'est pas audible. Ce monsieur, on n'a jamais, dans notre propre pays, mis à l'honneur cet homme. À l'époque de Kabila, on disait que c'était Kabila, etc. Tshisekedi a rencontré Mukwege. Exactement. Mukwege qui nous parle du rapport mapping qu'on doit mettre sur la table pour faire un procès et arrêter ces gens-là. Tshisekedi n'a pas demandé un tribunal spécial pour les gens qui sont morts. On a perdu, nous sommes l'un des seuls pays au monde qui avons perdu 8 millions de morts depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est plus de 10 millions même actuellement. Vous imaginez? Et on vit comme si rien n'était. Et il n'y a pas un seul jour, on a une seule minute de silence. Rien. Rien. Même pas un jour de commémoration, on va dire, bon, les lots, Batunyo Sonandaku,
il faut se souvenir, il y a des gens qui na est presque 10 millions. Non, on n'en parle pas, ça n'existe pas. On va nous parler que des histoires, que des bêtises, on va nous parler des macroéconomies, des choses qui ne sont pas palpables pour nous le Congo. Le premier problème que nous avons au Congo, République démocratique du Congo, c'est la sécurité. Sans sécurité, on ne peut pas investir. Sans sécurité, il n'y a pas d'économie. Sans sécurité, on ne peut pas soigner les gens. Sans sécurité, on ne peut pas se développer. Sans sécurité, on ne peut rien faire. Et comment un chef de l'État qui arrive au pouvoir pendant 4 ans, il fait du business au lieu de faire de la sécurité. Bah oui, c'est parce qu'il a dit, il s'est rapproché de Rwanda, de Paul Kagame, pour lui proposer son disant carnet d'adresse pour faire du business. Au lieu de faire du business, il aurait dû, dès qu'il est arrivé, faire une audite de notre armée, savoir qui est qui fait quoi, savoir combien nous avons de militaires, savoir quel équipement nous avons, ok, et à ce moment-là, faire en sorte que les militaires puissent toucher leur solde, leur argent, pour qu'ils, lorsqu'ils vont se battre, lorsqu'ils vont combattre, qu'ils soient sûrs qu'ils se battent véritablement pour défendre la nation. Et ceux qui meurent au combat, on doit être capable de les évacuer, on doit être capable d'avoir leur corps. Ceux qui sont blessés, on doit être capable de les soigner. Il y a des choses qui sont tellement simples. Aujourd'hui, on a encore des militaires au front, à un moment donné, qui manquent de munitions. Exactement. On a des militaires, à un moment donné, qui n'ont même pas de quoi se nourrir, alors qu'ils sont en train de se battre pour le pays. Et lorsqu'on voit des millions qui sont dépensés à gauche et à droite, on ne comprend pas. On apprend encore la SNEL, 42 millions, tel machin, 60 millions. Mais c'est une maladie. Il y a un problème dans ce pays. Alors, Rex, au niveau de la diaspora, on nous a pondu cet argument que la communauté internationale a été des mèches dans ce qui se passe. La communauté internationale était complice. Aujourd'hui, la communauté internationale a levé cette histoire d'embargo, mais on ne sent pas, même notre pays, l'engagement à se procurer des matériels militaires pour combattre à l'est du pays. Lorsque ton pays est attaqué et que c'est une question de survie, aucune communauté internationale ne peut t'empêcher de t'armer. Les armes, il y en a partout dans le monde. Il y en a qu'on vend légalement, il y en a même qu'on vend de manière illégale. Si on veut se procurer des armes pour notre propre survie, on aurait pu se procurer des armes. D'ailleurs, c'était que du bruit. La communauté internationale... ce n'était que du bruit. Ce n'est que du bruit. La communauté internationale est au Congo depuis 2000. Ça fait plus de 23 ans que la communauté internationale est là. Les Nations Unies, c'est quoi? C'est pas la communauté internationale? Ils n'ont pas des armes, ils n'ont pas des soldats, ils n'ont pas des hélicoptères. Combien de fois ils ont sauvé le Congo? Combien de vies humaines ils ont sauvées? Ils sont ici pourquoi? Pourquoi les Nations Unies sont ici? La MONUSCO est ici pourquoi? 23 ans. Les gens viennent, nous tuent, s'en vont. Viennent, nous violent, s'en vont. Devant eux. Pas un mot. Pas un mot. À chaque fois, ils font des rapports que l'on met dans la poubelle. Et qui n'aboutissent même pas. Bien sûr qu'ils n'aboutissent pas. Aucune sanction. S'ils ne sont pas là pour nous défendre, s'ils ne sont pas là pour se battre pour nous, il faut qu'ils rentrent chez eux. La MONUSCO doit plier bagage, doit rentrer chez lui. La MONUSCO doit plier bagage. La MONUSCO doit plier bagage. Elle ne sert à rien. Proroger son mandat par nos autorités. Pourquoi on fait ça? C'est du business. La plupart des gens qui sont là, c'est des milliards que l'on fournit pour nourrir ces gens-là, pour leur payer des jeeps, l'essence, la nourriture, etc., etc. Ils tuent leur chômage en envoyant des gens travailler chez nous ici. Oh, non, ils tuent leur chômage en envoyant... Bien sûr. Ces gens-là, au lieu qu'ils soient chômeurs en Europe, aux États-Unis ou en France, on les envoie au Congo, aller faire une mission et vous êtes payés. Ah oui, ils travaillent. Quel travail ils font ici? Parce qu'ils sont censés être ici pour défendre les vies humaines. Quelles vies humaines ils défendent? Quand on nous attaque, ils sont là. Quand on viole, ils sont là. 23 ans, rien n'a changé. 23 ans plus tard, on continue à souffrir, à mourir, et on connaît nos ennemis, on sait qui nous tue. Est-ce que la communauté internationale les a condamnés? Mais quand il s'agit de l'Ukraine, vous avez vu les moyens qui sont déployés? Vous avez vu cette communauté internationale, comment elle est en train de se battre, comment elle est en train de critiquer? Mais la même communauté internationale critique Vladimir Poutine, mais accueille un criminel sanguinaire comme Paul Kagame. Sans gêne. Et on nous dit à nous, on ne peut pas s'armer pour nous défendre. Non, un vrai chef de l'État doit d'abord parler à son peuple, se battre avec son peuple, être aux côtés de son peuple. Et actuellement, ce n'est pas le cas. Vous pensez également que nos dirigeants camouflent certaines vérités qu'ils devraient dire à la population? Évidemment. Je vous ai parlé de la RTNC. Si déjà on n'a pas les images de ce qui se passe à l'Est, c'est fait sciemment. C'est fait sciemment. C'est fait sciemment, parce qu'ils ne veulent pas que les Congolais soient au courant de ce qui est en train de se passer.
C'est fait sciemment. Logiquement, dans n'importe quel pays qui est en guerre, tu te réveilles le matin, tu as la dépêche du matin, tu as la dépêche de midi, tu as la dépêche du soir. Toute la journée, on doit parler de la guerre à l'Est. Exactement. Toute la journée, on doit parler du M23. Quand tu allumes la RTNC, ils ont parlé du M23. Ils ont parlé du M23. Quelles images tu as vues alors qu'on a des pans entiers de notre territoire qui sont pris. On a la ville de Goma qui est encerclée, oui, qui est coupée du nord. Et que ça commence à créer des problèmes de ravitaillement, etc., etc., à l'intérieur de la ville. Exactement. Et ça veut dire que demain, lorsqu'on prendra la ville de Goma, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera très terrible. J'aimerais, je vais retrouver ces messages. C'était juste avant l'émission qu'on m'a écrit chez ses compatriotes. Il a écrit ceci. Bonjour Agramik, c'est de la part de Yann Kay depuis Goma. Je suis abonné sur votre chaîne YouTube et j'aime vos émissions. Au fait, je voulais simplement vous dire que la province est en train de filer dans les mains des ennemis. À Kinshasa, j'ai comme l'impression qu'ils s'en foutent car nous sommes à 2000 km. Mais les gens souffrent. Goma est en train d'être asphyxié et bientôt la cité des Sacs pourrait être sous contrôle des M23. Alors, s'il te plaît, continue à alerter l'opinion politique. Sinon, je continue. Sinon, tous les signaux sont au rouge. Et ce n'est pas une blague, c'est de la vérité. Là, c'est un compatriote qui nous écrit depuis Goma. Mais ici, on constate qu'il n'y a pas vraiment un fort engagement. Rex, on pensait qu'avec l'arrivée du pape, ça pourrait essayer un peu d'atténuer, mais on sent que même l'arrivée du pape, ces gens-là ont progressé même, ces gens-là ont continué à tuer, et les départs du pape, ces gens-là continuent leur forfait sous ces silences. Qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, le boulot du pape, c'est pas le boulot du pape de venir aider ou arrêter la guerre. Ça, c'est pas, le pape ne l'a jamais fait et c'est pas son travail. Il a fait son travail, c'est-à-dire il a dénoncé. Il est arrivé, il a vu la situation et il a dénoncé ce qui est en train de se passer dans notre pays. C'était une très bonne chose et les peuples congolais l'ont bien entendu, bien reçu. Mais après, c'est l'action politique. C'est l'action politique qui le suit. Lorsque le chef de l'État se déplace avec 100 personnes, je les ai comptées hier à peu près. 100 personnes. 100 personnes qui sont là exclusivement pour sa sécurité personnelle. 100 personnes. Toi, tu as une centaine de personnes qui te protègent. Tu protèges ta vie. Bon, qui protège la vie des Congolais? Qui protège la vie de ces gens qui sont à Goma? Qui? Et alors, si tu n'es pas capable de protéger les Congolais, le président sortant, c'est-à-dire Félix Etienne Tshisekedi, doit laisser la place à d'autres personnes qui vont venir diriger ce pays et qui vont peut-être nous ramener la paix. Il peut nous laisser encore de l'espoir, qu'on puisse avoir de l'espoir d'avoir une personne qui a véritablement la volonté de se battre pour les Congolais. Parce que lui nous a déjà démontré que ce n'était pas son objectif. Donc vous pensez que le président ne doit plus se représenter pour la deuxième fois? Le président sortant? Oh, vous l'appelez déjà le président sortant déjà? Est-ce que ce n'est pas le président sortant? Même s'il se représente, ça reste le président sortant. C'est celui qui sort. C'est le président sortant. Voilà. Après, il veut peut-être se présenter. Je le déconseille. Pour moi, je le déconseille de se représenter. Je le conseille de déposer le tablier. Il a échoué d'abord. Écoutez, l'échec, elle est patente. C'est même pas moi qui le dis. Partout, dans la presse, même dans les médias occidentaux. Même dans les médias bien sûr. Comme vous avez lu tout à l'heure, moi je peux vous lire aussi un article. À cause de la corruption, la mauvaise gouvernance de Tshisekedi, mal élu, le pays recule, aucun signe d'amélioration. Il n'a pas de contrôle, il a à peine le contrôle de la ville de Kinshasa. Donc c'est illusoire de penser qu'il peut avoir le contrôle de l'Est. Dixit Martin Bussan, un journaliste belge. Donc ça passe dans tous les médias. Ça veut dire que ce n'est pas qu'une vision congolaise. C'est-à-dire que tout le monde se rend bien compte que ça ne va pas. On attend 25 millions, machin, 1 million, etc., etc. Où part cet argent? On n'a pas encore vu aujourd'hui une personne qu'on a accusée d'avoir volé des millions, arrêtée, jugée, remboursée. Et puis il a effectué sa peine. S'il a 10 ans à faire, qu'il reste en prison pendant 10 ans. Aujourd'hui, on voit les Vital Kamerhe qui se promènent dans les villes, alors qu'il avait été condamné en première instance. Immatriculé même présidence de la République avec ce Jeep-là. Alors aussi longtemps, il n'a aucune fonction officielle actuellement. Alors qu'il avait été condamné à 20 ans de prison pour 75 millions de dollars qu'il avait volé. Et il devait être jugé en appel. Il n'y a jamais eu ce procès d'appel aujourd'hui. Donc on ne sait pas quelle est sa situation. Comme l'ancien ministre de l'Éducation qui avait volé 2 millions.
Bakonga. Il a fait 6 mois. Aujourd'hui, il est à l'Assemblée nationale. Il vit sa vie tranquille. Est-ce que ça, c'est un état de droit, ça? Est-ce que ça, c'est un pays qui fonctionne? Rex, mais comment vous pourriez expliquer à cette population qui est accompagnée l'UDPS, vous également, d'une manière ou d'une autre, dans votre combat, l'UDPS nourrissait et chérissait tous les espoirs pratiquement de tous les Congolais. Comment expliquer que aujourd'hui, l'UDPS ne soit pas en mesure de faire ce qu'elle promettait au peuple congolais, ce qu'elle rassurait au peuple? Comment expliquer à cette population pour que cette fois-ci, elle arrive quand même à faire confiance à une autre classe politique? Parce qu'on sait que dans l'opposition, il y a un discours, une fois arrivé au pouvoir, vous faites autre chose, contrairement, en tout cas, diamétralement opposé de ce que vous disiez à l'opposition. Je pense sincèrement, la pire des choses qui est arrivée à l'UDPS, et même au Congo, c'est le décès d'Étienne Tshisekedi. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en mourant, en vérité, l'idéologie du parti pour lequel il s'est battu est morte avec lui. L'idéologie de l'UDPS est morte avec Étienne Tshisekedi. Le jour qu'il est parti, le peuple d'abord est mort. Cette idéologie est morte avec lui. Tshisekedi a eu plusieurs fois l'opportunité d'arriver aux affaires. Plusieurs fois la possibilité d'être chef de l'État de ce pays. Il a toujours refusé parce qu'il voulait des conditions véritablement de pouvoir gouverner et de faire les choses pour que ce pays avance. Donc il n'était pas là pour le pouvoir, il ne s'est pas battu pour le pouvoir. D'ailleurs, toutes les personnes qui l'ont accusé d'avoir de l'argent, de machin et tout ça, à sa mort, ils se sont rendus compte que le gars n'avait rien. Donc les mauvaises langues, eux-mêmes, se sont tues. Vous comprenez ce que je veux dire? Le parti aujourd'hui n'est plus le parti d'Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est le parti de Augustin Kabouya, que vous connaissez. C'est le PCG, Augustin Kabouya. Soyons... Un combattant des premières heures, non? Soyons sérieux. Un combattant des premières heures. Oui, c'est un combattant des premières heures. En tout cas, ce n'est pas un dirigeant de parti. Et ce n'est pas Étienne Tshisekedi. Il n'a pas l'aura d'Étienne Tshisekedi. Il n'a pas la carrière d'Étienne Tshisekedi. Il n'a pas ni les compétences d'Étienne Tshisekedi. Non, loin de là. Il est absolument loin de là. Et donc, tous ces gens-là ont trahi le combat. Ont trahi l'idéologie. Et moi, je dis, aujourd'hui, l'UDPS d'aujourd'hui et le PPRD d'hier, c'est la même chose. L'UDPS d'aujourd'hui, le PPRD, c'est la même chose. Quelle est la différence entre le PPRD et l'UDPS? Aujourd'hui même, tu vois, demain, si tu critiques le chef de l'État, tu peux te faire agresser. Exactement. Dans la rue. Tu te fais insulter sur les réseaux sociaux. Ça, c'était le comportement de ceux qui pensaient que le pouvoir de ce pays était leur propriété privée. Où sont les kabylistes aujourd'hui? Ceux qui disaient 100 ans. Dans l'union sacrée. Hein, dans l'union sacrée de qui? Des Félix Tshisekedi, des l'UDPS. C'est cette classe politique qui est une classe politique pourrite. Cette classe politique qui est en train de détruire ce pays. C'est cette classe politique qui hypothèque l'avenir de nos enfants, qui hypothèque nos vies. Il faut savoir que c'est nos vies qu'il s'agit. Ces gens-là gèrent nos vies. Et nous avons le droit de leur dire, stop, on ne veut pas que vous gérez nos vies, l'espoir de toute une génération, de toutes ces générations, pour vos ambitions personnelles et individuelles. C'est pour ça que nous, Tokoté Limela Bango, Tina Souka. Rex, est-ce que ce n'est pas question que vous êtes un peu frustré du fait que vous aviez essayé un peu de soutenir, vous aviez soutenu Félix au début et que vous n'aviez pas peut-être eu ce que vous pensiez et que vous dites que non, tiens, là je dois maintenant je devais avoir quoi? Un poste par exemple. Un poste donc quoi? Ministériel, un poste dans l'administration publique. Et comme ça, j'emporte aussi le bilan calamiteux que nous avons aujourd'hui. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'a jamais intéressé. J'ai soutenu un moment au départ parce que j'ai cru finalement, comme tous les Congolais, que comme il venait d'arriver, il fallait lui laisser le temps. Il fallait lui laisser le temps de mettre en place un certain nombre de choses. Dès le départ, il a commencé avec les 100 jours. Les 100 jours, oui. Après, derrière, il y a eu quelques projets qui étaient intéressants. Après, on a commencé à voir la catastrophe des 100 jours, les détournements, etc. etc. Oui. Lorsque Vital Kamerhe a été arrêté, on s'est dit, waouh, c'est une nouvelle justice. Et puis, très rapidement, on s'est aperçu que c'est la justice des copains, etc., etc., etc. Donc, tout ça, lorsque j'entends le chef de l'État qui dire que Vital Kamerhe a de l'avenir
dans la politique. C'est un monsieur très sincère. Qui a de l'avenir dans ce pays. J'ai dit, mais il le fait exprès. C'est pas possible. Le chef d'État peut pas. Il fait exprès. Le chef d'État, peut-être, il croirait déjà à son innocence. Mais il peut croire à son innocence comment? Le gars a été condamné par la justice de ton pays. Exactement. À 22 ans. Un procès public surtout. Tu imagines qui n'a pas suivi ce procès? Tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Le peuple l'a condamné. Les tribunaux l'ont condamné. Aujourd'hui, je pleure. Un juge décédé même. Je pleure justement en passant au juge Yanni, qui s'est battu pour que la justice congolaise essaie d'avoir un visage, quelque chose de solide. Aujourd'hui, on a piétiné la justice. Le gars est en train de se promener comme si rien n'était. Silence, machin. Et tu veux que je soutienne quoi là-dedans? Rex Kazadi, il y a un message ici. Nous sommes en direct. C'est vrai que je lirai vos messages un par un. 082 41 59 117, messagerie normale et WhatsApp. Bonjour Monsieur Gramik, tout à fait d'accord avec nos amis de l'Est. Mais comment peut-on comprendre que depuis la prise de Bunagana, les chefs suprêmes des armées n'aient jamais allé auprès de nos FRDC ou même réconforter la population? Alors, vous pensez que les présidents pourraient prendre ces risques-là d'aller à Bunagana aussi longtemps? Nous savons que c'est déjà pris par... Mais nous sommes en guerre, il faut que le président se batte. Le président doit aller là-bas à Bunagana. Mon ami, il faut qu'il se batte aussi, il faut qu'il fasse l'effort de guerre et pour tout le monde. L'effort de guerre est pour tout le monde. Vous, en tant que journaliste, vous devez vous mettre en effort de guerre. Nous, en tant que citoyens, nous devons nous mettre dans cet effort de guerre. Ça veut dire, si tu n'as pas l'argent, si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les moyens, tu dois aider l'État, tu dois faire des choses gratuitement pour l'intérêt de nos militaires. Ceux qui ont la possibilité d'acheter des équipements aux nos militaires qui le fassent, ceux qui peuvent acheter de la nourriture ou de machin, il doit y avoir un effort de guerre qu'on sente que le peuple tout entier est en train de se battre pour obtenir la même chose. Aujourd'hui, le peuple est amorphe. Le peuple ne fait rien parce que les dirigeants de ce pays ne veulent pas entraîner l'armée congolaise à faire une guerre réelle contre le Rwanda. Donc on tâtonne. On attend Mouyaya qui va nous dire « Oui, ne vous inquiétez pas, nous avons trouvé un système qui va faire qu'il n'y a pas autre chose que la négociation. » La négociation avec qui? Kagame. Tu imagines en tant que Congolais comment on le vit d'entendre cette espèce de serpent, de chenille qui s'appelle Kagame dire sur la place publique au Congo, je rentre quand je veux, je fais ce que je veux et je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. D'ailleurs, il a pour la sécurité du Rwanda, il va tout faire, si même entrer sans autorisation, il le fera. Il dit au Congo, je rentre comme je veux, je fais ce que j'ai à faire et je reviens ici. Et je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Exactement. D'ailleurs, il a prouvé. Il ne s'est pas contenté de parler. Donc, il a parlé et il a posé des actes. Mon ami, il a balancé un missile sur un avion sur l'aéroport de Goma. Tosaligné. Sukhoi, jusqu'à présent, n'a rien fait. Tosaligné. Aucune réaction proportionnelle. Si, Tolélé. Tolélaga. Donc, on nous a attaqué, mais Toléli. Tolélaga. Bisso, boulot n'a bisso kakolela. Même un avion de la MONUSCO a été attaqué, on a supposé le Rwanda, mais jusqu'à présent, aucune action. Communauté internationale, ce n'est pas normal, on ne peut pas nous taper comme ça. Où est la communauté internationale? Et nous sommes les Congolais, on nous attaque, on nous frappe, venez nous aider s'il vous plaît. Comme s'il n'y avait pas d'hommes dans ce pays. On est 100 millions d'hommes, forts et de femmes, prêts à se battre pour ce pays. Malheureusement, on a à la tête de ce pays, ceux qui ont les manettes, ceux qui ont la capacité de mettre les choses en place, ne le veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils ont peur de se battre. Et comment aviez-vous accueilli la mobilisation générale lancée par le président? C'est vrai qu'au début, il y avait un effet. On a vu des jeunes s'enrôler massivement à l'armée, mais là, on constate qu'il n'y a plus cette sorte de mobilisation. Je ne sais pas, c'est parce que le président n'y avait pas d'actes qui ont suivi. Après ça, comment est-ce que vous aviez accueilli cela? Moi, j'aimerais bien d'abord savoir, au début, c'était quelque chose de positif. Exactement. Que l'ensemble de la population s'enrôle, qu'on ait plus d'hommes dans l'armée. Mais avant de faire entrer plus d'hommes dans l'armée, ceux qui sont déjà là dedans... Ils ne sont même pas équipés. Ils ne sont pas équipés. Il n'y a pas de tenues. Il n'y a pas de tenues, il n'y a pas de... tout ça. Avant de faire entrer les nouveaux hommes, d'abord, on doit être sûr et certain de combien nous avons de militaires. Ça, c'est un chiffre, on nous donne un chiffre qui n'est pas en phase avec la réalité. On a exactement... Est-ce que tu sais combien de militaires nous avons dans notre pays réellement? Non.
L'armée de l'air a combien de militaires? L'armée de terre a combien de militaires? Est-ce que nous avons une marine? Dans cette marine, nous avons combien de bateaux On ne sait pas tout ça. Et il y a des gens qui vont te dire, non, mais c'est stratégique, zéro, Zokosa. Lorsque tu as envie de prévenir à quelqu'un qui ne rentre pas chez toi, tu prends un fusil à pompe, tu tiens au déposé à on n'a plus de défilé du 30 juin où on voit notre armée. Ça n'existe plus. Depuis Kabila, ils ont supprimé ça. Tous les 30 juin, c'est devenu maintenant la fête et des beuveries. Ils ont supprimé ça. Ils ont supprimé ça. C'est volontiers ou bien... Bien sûr, c'est volontaire. Ne nous appelez pas, écrivez-nous, s'il vous plaît. Écrivez-nous. Ne nous appelez pas. Ça sera pratiquement, c'est impossible même que nous recevions des appels. Tu vois? Donc, tu t'imagines? Depuis, il n'y a plus de 30 juin. Il n'y a plus de défilé militaire. Hein? On ne connaît pas. La France, comme la Chine, ou même la Russie, eux, des grands pays comme ça, ils montrent leurs armes. Ils montrent leurs armes pourquoi? Pour dire, c'est pas pour dire que et ça secrété Fonaboma. Non, ils montrent leurs armes pour le dire aux autres. Nous sommes prêts. Ouais. Si vous venez, voilà ce que vous allez recevoir. Mais nous, on ne le fait pas. On n'est pas organisé. On ne sait même pas ce que nous avons. On ne sait pas. La première des choses, c'était auditer l'armée. Combien de généraux? Combien de sous-officiers? Combien de militaires? Quels sont les équipements? Combien de bases dans le pays? Qui font quoi? Où sont les gens formés? Etc., etc., etc. On écoute, on entend très peu le ministre de la Défense, qui est un ancien médecin de l'armée. On ne connaît pas réellement quelles sont réellement ses compétences dans le combat. On entend très peu le chef d'état-major de l'armée congolaise. On a un chef d'état-major. Qu'est-ce qu'il dit? Tué actuellement. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi vous, les journalistes, vous ne faites pas une conférence de presse avec lui pour lui poser des questions concrètes, en dehors du chef de l'État? Parce qu'eux aussi, ils ont une responsabilité. Le chef d'état-major, sa responsabilité à lui, c'est justement d'aller se battre et de défendre le pays. Pourquoi il ne s'exprime pas? Pourquoi on ne connaît pas son plan de bataille pour défendre les vies des Congolais? Vous comprenez ce que je veux dire? Exactement. Voilà tout ce qui ne fonctionne pas dans l'État. Au jour d'aujourd'hui, gouverné par le président sortant, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup. Nous sommes avec Rex Kazadi. Nous sommes en train de parler du Congo, ce qui se passe exactement. C'est vrai que nous allons prendre tous les points. Nos compétitions, je ne cesserai de les dire avec ce qui se passe. Mais il y a également une actualité. Je vois une pétition lancée au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a certains députés qui estiment que ce n'est pas normal que les pays aient en guerre comme ça avec la situation de l'Est et que les députés soient en vacances. Il y a une pétition lancée pour une session extraordinaire. Vous pensez également qu'on doit avoir une session extraordinaire? Les députés doivent retourner? Pas que les députés. On doit tous être impliqués. Nous tous. Vous, les journalistes aussi. Le peuple. Pourquoi le chef de l'État n'organise pas une méga manifestation dans les rues de Kinshasa? Qu'on sente réellement que le peuple congolais... Vous savez pourquoi ils n'osent pas? Parce qu'ils ne savent pas comment ça va. La suite, ça sera quoi? Ça pourrait dégénérer. Ils ne savent pas s'ils vont maîtriser l'affaire. Si on sort tous les Congolais aujourd'hui, on leur dit voilà, on à l'Est. La suite, ça sera quoi? La suite, ça sera quoi? Moi, je sais que les Congolais vont dire maintenant, les Congolais sont capables de marcher de Kinshasa jusqu'à Goma, 100 000, 200 000, 300 000 personnes, et puis Tobandi Bitumbakuna directement. Exactement. Tu imagines le stade concert de Fali Poupa. Dans le stade, presque 140 000 personnes. Donc on n'est pas capable, face aux 1000 militaires ou 2000 militaires du M23, on n'est pas capable de sortir des gens avec des armes pour les battre, pour les combattre. On n'est pas capable de faire ça. Alors qu'on a des jeunes partout désœuvrés qui galèrent, qui cherchent même un but à leur vie. On peut, grâce à l'armée, former ces jeunes-là, leur donner un objectif et un but et une valeur dans ce pays. Exactement. Mais bon, quand on a des personnes qui nous gouvernent, qui n'ont pas de vision, malheureusement, on arrive à ces résultats-là.
Alors, bonjour, monsieur Gramic. C'est monsieur Carly. Je vous suis depuis l'Unikin. La RDC peut maintenant acheter des armes qu'elle veut. Mais qu'est-ce qui explique ces fiascos sur terrain? L'ennemi ne fait que gagner des territoires. Il y a également cet argument avancé par l'armée qui dit souvent que c'est pour protéger la population, pour éviter qu'il y ait beaucoup de morts, que l'armée recule, et là, l'ennemi gagne, ne fait que gagner de terrain. C'est comme a dit ce monsieur qui écrit. Ça n'a même pas de sens. L'armée, en reculant, il y a plus de morts que si elle se battait. Le vrai problème, il est là. L'armée recule pourquoi? Pourquoi l'armée recule? Ça, c'est une excuse. Lorsque vous gagnez, vous ne reculez pas. Quel est l'intérêt de reculer quand vous gagnez? Vous reculez quand vous perdez. Oh, donc l'effet de reculer, c'est... Bien sûr, sauf si c'est un repli stratégique. Mais lorsqu'on fait un repli stratégique, c'est pour revenir. Exactement. Très rapidement. Mais si vous avez fait un repli, une semaine... Vous ne faites que des replis. Une autre attaque, repli. 3 attaques, repli. Non, vous ne combattez pas, vous perdez. Je disais qu'on ne nous appelait pas, écrivez-nous, je lirai message par message, ne soyez pas... N'allez pas très vite comme ça avec des appels. Mais Rex Kaz a dit, je sens que quand nous parlons de la situation de l'Est, la population est tellement très engagée et tout le monde, parce que c'est un peu de trop. C'est vraiment de trop, on doit en finir avec ces problèmes. Moi, quand je suis les images de l'Est, quand les papes étaient là, j'ai suivi les témoignages de la délégation qui était venue, des mineurs qui sont... et qui deviennent des esclaves pratiquement sexuels de ces gens. Et les autorités, on sent qu'il n'y a pas un fort engagement et ça me fait très mal. Alors, c'est vrai, on dit que budget, ainsi de suite, augmentation. Mais Rex, qu'est-ce que nous devions faire à l'instant? La population qui vous suit, qu'est-ce que vous pourriez dire à cette population qui ont des frères à l'Est qui sont ici, à Kinshasa, qui ont des sœurs, ainsi de suite? Qu'est-ce que la population peut faire actuellement? Elle doit continuer à se mobiliser, à se faire entendre. Elle doit continuer à manifester. Elle doit manifester aussi bien dans la rue que sur les réseaux sociaux. Tout le monde doit manifester et dire stop à cette guerre et dire que nous en avons marre. On doit le dire pour que cette information arrive dans les oreilles de ceux qui nous gouvernent d'abord dans ce pays. Ouais. La communauté internationale ne va pas nous entendre. Nous n'avons pas besoin d'être entendus par le Rwanda. Nous avons besoin d'être entendus ici, par les dirigeants congolais. La responsabilité numéro 1 de la situation que nous avons aujourd'hui, ce sont les dirigeants congolais. Donc, on doit les fustiger, on doit les interpeller, on doit les solliciter. Et partout, on doit continuer à faire du bruit pour être entendu. Et cette histoire de l'EAC, comment est-ce que vous compreniez? Est-ce que c'est une histoire? Soyons sérieux, quoi. Hein? Oh. Soyons sérieux. On fait venir des étrangers pour nous défendre. Parmi ces gens-là, il y a un financement du Rwanda. Parmi ces gens-là... Il y a même des officiers. Il y a des officiers qui étaient ici rwandais. On se moque de nous. Est-ce que je peux même commenter un truc aussi... Mais comment est-ce que nos autorités nous disent une information X aussi longtemps que c'est faux? Nos autorités nous ont dit que les Rwandais ne seront pas dans la délégation là, mais on nous brandit, l'armée contredit même nos autorités en nous disant que il y avait des officiers rwandais dans la délégation de cette force régionale qui était même basée à Goma. Mais qui finance? Le Rwanda finance. L'État congolais ne peut pas savoir qu'il y a des officiers rwandais et que des Rwandais financent. Ils ne le savent pas. Lorsque les gens viennent de l'étranger, on ne les contrôle pas. On ne sait pas qui on envoie au front, qui surveille notre territoire, qui arrive ici avec des armes alors qu'il n'est pas congolais. On ne le sait pas. Comment fonctionnent nos services? Et après, on nous ridiculise. C'est les mêmes qui nous ridiculisent. Qui demain, est-ce que tu penses que l'EAC dans lequel il y a le Rwanda vont combattre le M23? Ça fait tellement très mal. Je ne saurais pas... Un message, comment, pardon. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est monsieur Tchétché depuis Tchangou. Vraiment, je suis désolé d'être congolais. Gouvernement Yabami, Bi, Bandekonabi, Sona Est. Basile, ne soyez pas désolé d'être congolais. Il faut espérer toujours se battre pour votre pays. C'est assez très important.
Alors, je pense que nous continuons, nous poursuivons. Je ne sais pas si il y a cette image où on a vu le président, on illustre le voyage du président de la République. Et si il y a cette image, je peux nous l'illustrer. Il n'y en a pas. Comment vous réagissez, Rex, quand vous constatez, je sais que vous êtes très mieux informé, de voir que le président les samedis était dans un pays, les dimanches dans un autre, les lundis, les mardis, pratiquement 4 jours, 4 pays. Les nouveaux avions, on a fait que, à peine arrivé, l'avion acheté, directement, il y a des ceux qui qualifient cela de rodage. Je n'aimerais pas utiliser cette expression. Mais comment vous analysez ces comportements? Nous avons vu le résultat du voyage de Bujumbura. Aucun résultat. Ouais. Ensuite, il est parti au Congo-Brazzaville. Il est parti au Congo-Brazzaville pour faire quoi? Ouais. On ne sait pas. Après, on nous dit qu'il est parti en Angola. Voilà. Il est parti en Angola pour faire quoi? Aucune communication. On ne sait pas pourquoi il est là-bas. Maintenant, il est parti parler des réunions où ce n'est pas le chef de l'État de faire ça. Il a envoyé le ministre de l'économie, envoyé le ministre des mines. Il y a des gens qui sont là pour ça. Ce n'est pas la fonction du chef de l'État d'être dans tous les forums mondiaux. Non, non et non. Non, ce n'est pas la fonction du chef de l'État. D'autres personnes, tout autant qualifiés, peuvent parler du business. Le chef de l'État congolais doit être ici avec nous, faire en sorte qu'on arrête d'agresser les Congolais, de tuer les Congolais. C'est ça son travail. Son travail, ce n'est pas de s'envoler à tort et à travers, à Dubaï, à l'Est, à l'Ouest. Non, on a l'impression, en tout cas, il donne l'impression qu'il n'aime pas être ici. Il donne l'impression qu'il n'aime pas être au Congo. C'est vraiment l'impression que j'ai. Et je me pose la question, comme il a vécu beaucoup, très longtemps à l'étranger, peut-être qu'il ne s'est pas encore acclimaté. Oh. Je me pose la question. Lorsque le chef de l'État passe autant de temps à l'extérieur, peut-être qu'il y a un Congo. Puisque ça n'est Libanda. Plus on parle de plus de 280 voyages à l'étranger en 4 ans. Pourquoi? Et pour combien d'investisseurs soi-disant internationaux qu'on a eu, à part notre ami Jean-Claude. T'imagines? C'est incroyable. Je me pose la question, Kenda Nango, il ne revient plus, à Zomo Bambo, on a par-ci, par-là, quoi ça. À Kenda. C'est payé, ça fait. Mais comment aviez-vous analysé quand vous aviez vu aussi longtemps le gouvernement nous a dit ici que non, le président n'était plus d'accord de s'afficher avec Kagame. On a vu des images à Bujumbura en réunion avec Paul Kagame. Et comment avez-vous apprécié ces images? Non, bah après, bon, c'était le format du dialogue. Il devait avoir le dialogue, bon, il s'est présenté, ils étaient dans la même pièce. Pour dialoguer, il faut dialoguer avec son ennemi. Bon, c'est son choix de dialoguer. Moi, mon choix, ça aurait été qu'on fasse la guerre au Rwanda, qu'on déclare une guerre réelle. Et pour faire cette guerre réelle, on doit d'abord structurer notre armée, s'équiper correctement et y aller. Malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, comme ce n'est pas le cas, ils essaient de gagner du temps, ils essaient de trouver des astuces soi-disant diplomatiques, où nous, on sait très bien que c'est des astuces qui ne vont pas payer, qui ne vont donner aucun résultat. Qui sont dans la même pièce que Paul Kagame, bon, c'était le format, hein, donc j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Il y a tellement beaucoup de messages. Bonjour Gramik, je vous suis depuis quelque part à Kinshasa. Je salue l'homme qui est en face pour son courage, c'est Dakin Kamaya. Il salue le courage de Rex Kazadi. Lui, c'est un combattant des premières heures. Donc il a l'habitude de dire tout ce qu'il dit là. Alors, nous poursuivons l'émission. Nous poursuivons l'émission avec Ex-Kazal. Nous poursuivons l'émission. Hier, Patrick Mouyaya a parlé. Il a dit beaucoup de choses. C'est vrai qu'il a rassuré que nous ne négocions pas et nous ne comptons pas négocier avec les M23. Mais on voit avec les AC, on voit des rencontres se multiplier. On ne sait pas
Mais Rex, quand ça dit, on fait un peu ce qui se passe au niveau du social des Congolais. C'est vrai qu'il y a la guerre à l'Est, mais également les sociales qui crucifient des Congolais. Ici à Kinshasa, on ne peut même pas parler. Ici à Kinshasa, c'est catastrophique. Alors à l'intérieur du pays, c'est vrai qu'il y a dépréciation du franc congolais, il y a inflation, on nous parle de l'Ukraine. Vous venez de la diaspora, c'est vrai qu'on a des informations que même là-bas, l'énergie coûte actuellement très cher, ainsi de suite. Mais comment vous analysez les explications du pouvoir en place que non, quand on voit l'inflation ici, on parle de la guerre de l'Ukraine. Comment vous pourriez expliquer cela vous particulièrement? Bon, pour moi, comment je l'analyse, c'est vrai qu'en Europe aujourd'hui, grâce à leur guerre qu'ils ont voulu faire à la Russie, en Occident, ça devient très dur. Tu as des pays comme la France, la Belgique, les prix ont augmenté. Parfois de 20%, parfois de 30%. L'énergie, parfois, a été multipliée par 3 ou par 4. Donc, c'est vraiment... ça devient très difficile pour l'Europe aujourd'hui, à cause de l'Ukraine. On peut comprendre l'explication du gouvernement parce que la plupart de ce que nous consommons ici viennent de là-bas. Vous comprenez ce que je veux dire? Exactement. Si nous sommes dépendants de l'Occident, ne soyons pas étonnés que si les prix augmentent en Occident, qu'il y aurait un impact direct sur nous. Ah, d'accord. Des produits comme la chikwang, j'ai pas vu la chikwang augmenter. Thomson, Mambisi, ça coûte la même chose. Ce qui devient cher, c'est ce qu'on importe. Les nourritures qu'on importe, les poulets, les machins, tout ce qu'on prend à l'extérieur, c'est normal. Bango Bazana récession, automatiquement, comme nous sommes dépendants d'eux, il y a une récession aussi au niveau de ce gouvernement. Mais moi, je me poserais la question, qu'est-ce qu'ils ont fait pour anticiper ça? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'autosuffisance alimentaire congolais? Pourquoi nous ne produisons pas congolais? Pourquoi nous ne mangeons pas congolais? Aujourd'hui, au Congo, rien que la pomme de terre, vous avez des pommes de terre. Avec les pommes de terre, on peut faire des frites. Avec les pommes de terre, on peut faire de la purée. Avec les pommes on peut manger des pommes de terre normales. Avec les pommes de terre, on peut faire tellement de choses. Rien que la pomme de terre, on peut nourrir notre pays. Pommes de terre, les maniocs. Pourquoi il n'y a pas de manioc, des champs de manioc? Logiquement, un autre pays peut en produire de manière à ce qu'on puisse même l'exporter. Vous comprenez ce que je veux dire? Les bananes plantains. Il y a combien de champs de bananes plantains, hein? Rien que ça, ça n'a pas besoin de venir de l'extérieur. Ouais. On peut le faire chez nous. Banane, plantain, manioc, pommes de terre. Rien que ces trois aliments et plus le riz. C'est suffisant. C'est suffisant. On peut avoir chez nous, on peut faire du riz, pommes de terre, manioc, plantain. Pour un repas, c'est suffisant. On a besoin de tout le monde. On fait en plus le maïs pour bateau Balinga Foufou quand la journée. C'est terminé. Et ça, ce sont des produits qu'on peut faire chez nous. Pourquoi on ne le fait pas? Il faut que ça vienne de l'extérieur. Pourquoi on ne peut pas faire du riz? Parce qu'il suffit simplement de mettre dans l'eau, de mettre dans la terre et de mettre de l'eau. C'est fini. Pourquoi on ne produit pas de riz? Pourquoi on ne produit pas des plantains? Vous en comprenez? Bonjour, bonjour, je suis Moïse Kakola, je vous écris depuis Unikin, merci beaucoup. Le président Fachi est le seul président de la République qui se sent conduit volontairement à finir avec les cancers de la guerre qui rongent l'Est du pays. Et depuis qu'il est à la tête du pays, jour et nuit, il se soucie d'éradiquer cette crise. Il a trouvé les pays dans les chaos terribles d'où il fait pas les choses par émotion, moins encore par pression, mais plutôt il est en train d'échelonner sa vision. Ce n'est pas mon co-débatteur, votre invité, il fallait dire comme ça, votre invité raconte du salade, il n'a rien à donner à ces peuples. Là, c'est un compatriote qui vous contredit pratiquement. Rex dit que le président est en train de se battre. Quand il est arrivé au pouvoir, est-ce qu'il a trouvé un chaos? Oui, il a trouvé le chaos. Oui, il a trouvé le chaos. Il ne savait pas que c'était le chaos. Il a découvert le chaos à la tête de l'État. Il progresse, non, petit à petit. Non, mais mon frère, aye déjà que chaos est zalaki. Est-ce que les lots, c'est comme une fuite en avant. Au lieu quelque part, il y a qui est raté.
Ils ont eu pouvoir après on peut s'abisso ba excuse mais non oyebi tanga yaki ezalako tambola bien té d'ailleurs non c'est pas ce qu'on lui a demandé. Le peuple congolais lui a demandé le changement et pas le changement mais un mandat c'est 5 ans. Faut pas nous dire que non ça avance mais doucement. Non, il faut que ça avance de manière extraordinaire. Il faut que ça avance vite. Le peuple congolais doit le sentir très rapidement. Il faut que ça avance vite. Mais bien sûr. Qui a envie d'attendre? Au lieu tu as envie d'attendre combien de temps? Les gens veulent manger tout de suite. Les gens veulent voir que ceux qui basent au moins les choses sont en train d'avancer. Tout le monde a ma construction, ma maison bouger. Qu'est-ce qu'on voit ici? Les mêmes choses qu'il y avait à l'époque de Kabila. Rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Et puis il a raison de dire que moi je n'ai rien à offrir aux Congolais aujourd'hui. Je ne suis pas président de la République. Exactement. Mais si un jour je le deviendrai, j'offrirai quelque chose aux Congolais. Ouais. Et j'espère que à ce moment-là, ce monsieur, il votera pour moi. Alors, je pense que c'est que le président a dit au niveau à Indaba, au niveau de l'Afrique du Sud. Je vais lire ça. Je pense que demain, je ferai une émission spéciale sur les propos du président au niveau de l'Afrique du Sud. Le président dit ceci: un voisin belliqueux, obnubilé par nos richesses, mais maladroit dans sa méthode pour y accéder, préférant la guerre plutôt qu'un cadre paisible d'échanges fructueux, gagnant-gagnant. Moi, je ne sais pas, c'est très compliqué. Aux invités de parler et de s'exprimer, le président pense que ça devrait être un partenariat gagnant-gagnant. Nos richesses à nous, toujours que nous voulons, je ne sais pas. Est-ce que pour poser une question, est-ce qu'on peut négocier avec une personne qui nous tue, qui nous viole, qui nous assassine? On ne peut pas faire gagnant-gagnant avec une personne qui aujourd'hui vit par rapport à ce qu'il vole au Congo. Il ne va jamais négocier avec toi. C'est être naïf que de penser que Kagame peut s'asseoir autour de la table et négocier avec le Congo. Il n'y a aucun intérêt. Mettez-vous à la place de Kagame. La moitié de son budget, c'est l'international. Le reste, c'est la RDC. Tu prends ça gratuitement. Aux gratuitement, nous payons. Ah, au moins, nous avons gratuit. Il y a que les lots. Aux mon katanga parti. Sois sérieux, mon frère. C'est terrible. Bon, on va poursuivre. Je dois vous présenter Exclusif RDC. C'est le nouveau journal, presse papier de notre frère Eric Wimba, un journaliste en tout cas très engagé. C'est maintenant en format papier, c'était en ligne. Là, il a titré pour aujourd'hui, les mardis. Je pense que c'est bi-hebdomadaire, c'est ce que m'a dit Belgodor, c'est 2 jours la semaine. Il m'a dit ceci, et là, les titres, Exclusif RDC a titré bi-hebdomadaire, c'est ça même, on a écrit, bi-hebdomadaire d'information générale, éditeur Eric Wimba, Katumbi Fayulu Sesanga et Matata vers Genval. Force régionale, Félix Tshisekedi commence à déchanter. Vous n'êtes pas venu pour favoriser les 1-23, ce serait dommage que la population s'en prenne à vous. Vous êtes venu pour nous aider et non pour avoir des problèmes. Soyez attentifs à cela, communiquez avec la population. Là, c'était ce que le président a échangé avec les commandants là. Il y avait William Ruto à côté, mais le président a échangé avec les commandants là. La vidéo qui Rex parlait tout à l'heure. En tout cas, procurez-vous de ça, c'est pratiquement dans tous les kiosques, procurez-vous de ça, exclusif. RDC de notre frère Eric Wimba, actuellement DG. Alors, Rex Kazadi, on poursuit les processus électoraux. Nous sommes dans une année électorale. Tout à fait. Comment vous, c'est vrai que vous assistez également dans différents processus au niveau de l'Europe, parce que vous êtes de la diaspora, vous voyez comment est-ce que enrôlé en Europe. Les élections se passent au niveau de l'Europe, même l'organisation. En voyant ce qui se passe sous d'autres cieux où vous vivez, et pratiquement, et ce qui s'est fait actuellement au Congo, c'est vrai qu'il y a beaucoup de plaintes, il y a beaucoup de doléances. Comment est-ce que vous analysez le processus électoral en cours? C'est vrai qu'une certaine classe politique dit que c'est déjà biaisé, il y a déjà une sorte de fraude, parce qu'on voit des gens avec 5 cartes d'électeurs, ainsi de suite, il n'y a pas vraiment de contrôle. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Comment est-ce que vous voyez les processus en cours? En tout cas, je vois les prémices
je vois les prémices d'une catastrophe annoncée. D'une catastrophe annoncée. Ouais. On voit les mêmes choses qu'on avait vues à l'époque de Corneille Nangaa. On voit les mêmes insuffisances. On voit les mêmes problèmes. Et ce que je crains, c'est qu'on puisse avoir un résultat peut-être pire. Parce qu'en 2018, on a frôlé la catastrophe. Mais pour 2023, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas comment ça va se passer dans mon pays. Vous n'êtes pas je sûr pour 2023 je ne suis pas sûr que s'il y a des résultats, tous les acteurs politiques vont l'accepter. Je ne sais pas. Donc c'est compliqué. En tout cas, pour moi, pour l'instant, je trouve que l'opposition aurait dû participer en amont, de manière plus efficacement, à l'élaboration comment dire, des différentes lois. Non, à l'élaboration des garde-fous. Ah d'accord, des garde-fous. Voilà, à l'élaboration des garde-fous pour ces élections. Et aujourd'hui, après déjà les enrôlements, commencer à parler d'un certain nombre de choses qui dysfonctionnent, on aurait dû commencer beaucoup plus tôt. Mais en même temps, on est en train de voir aussi, malheureusement, parfois les insuffisances dans certains endroits où les gens s'enrôlent. Et bien sûr, le retard accumulé. Le retard accumulé. C'est vrai que Rex craint ce qui pourrait arriver. Mais alors, vous pensez qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer d'éviter ces pires-là? On doit dire la vérité des urnes. Au mois de décembre, il faut qu'il y ait la vérité des urnes. Celui qui a gagné doit être celui qui sera à la tête du pays. Point barre. On doit respecter le choix des Congolais. C'est ça qu'on doit faire. Si on ne veut pas de problème dans ce pays, on doit respecter le choix des Congolais. Les élections doivent être transparentes, libres et démocratiques. Tout le monde a le droit de se présenter. Tout le monde a la possibilité... Tout le monde a le droit de se présenter. Bien sûr, ce sont des élections. Tu es Congolais, tu as le droit de te présenter. Mais on nous a évoqué ici la loi Tiani, des pères et des mères. Les messieurs se battent matin, midi, soir pour faire passer cette loi. C'est son combat. La nationalité, elle est juridique. Et aujourd'hui, tu sais que, comment dire, une personne qui vient de la Belgique, par exemple, qui reste 10 ans au Congo, qui prend la nationalité congolaise, a le droit de se présenter aux élections. On a déjà eu même des députés d'origine grecque dans ce pays. Donc ce sont des choses qui se font. La République ne va pas tomber parce qu'une personne se présente. Il faut simplement qu'on respecte le choix des Congolais. C'est ça qui est au-dessus de tout. Le plus important, c'est le respect des choix des Congolais. Le respect des choix des Congolais. Les autres, la République ne va pas... Les autres, la République ne va pas tomber. Elle ne va pas tomber parce qu'une personne est élue et qu'elle a un parent qui n'est pas d'origine congolaise ou autre. Ça, ce sont des petites querelles. Ce n'est pas ça qui va changer, véritablement changer le Congo. Aujourd'hui, les Congolais doivent faire confiance à une personne qui va transformer réellement ce pays. Une personne qu'eux ont choisie, une personne qui comprend leurs souffrances, et une personne qui aime les Congolais et qui aime le Congo. Parce qu'il y a des gens qui aiment le Congo mais qui n'aiment pas les Congolais. Il faut une qui aiment le Congo qui n'aiment pas les Congolais. Voilà, ils aiment le Congo. Balinga mabela Congo, Congo. Balinga mabela Congo makasi. Mais ces gens-là ne supportent pas les Congolais. Balinga wa Congolais. Donc il faut quelqu'un qui aime les Congolais, qui a déjà prouvé qu'il a un amour profond pour les Congolais et qu'il est prêt à se battre pour les Congolais. Rex, pour moi, c'est ça le bon profit pour le futur chef de l'État. C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de candidats qui s'annoncent. Quel regard vous particulièrement? Je ne sais pas si FIA a encore cette image où on voyait Martin Fayulu, Délice Sanga, Kamitatou avec la ministre des Affaires étrangères belge. Les candidatures s'annoncent déjà. Comment vous voyez tous ces mondes-là qui se précipitent à déposer des candidatures, se proclamer? Ils ont le droit de le faire. Ce sont des Congolais. Ils veulent gérer ce pays. Ils ont le droit de se présenter. Maintenant que tout le monde puisse le faire et que ça se fasse en toute transparence. Après, Ngaï, je ne comprendrai jamais pour l'année de toujours au Mindele. Je ne comprendrai pas. Je ne comprendrai pas. Pourquoi? Vous pensez que ce n'est pas important? Pour la nini. Le plus important, c'est que les Congolais vont voter bino. Ils vont voter bino. Ils vont voter bino. Ils vont voter bino pour chef d'État.
La communauté internationale. La photo est là. En 2016, c'était avec Didier Reinders. On voit Martin Fayulu, le vieux Mwando Personam. On voit Didier Reinders, Félix Tshisekedi et Kamitatou. Là, on voit Kamitatou, Dedi Sessanga, la ministre belge. On voit Martin Fayulu et Matata Pogno. Comme vous avez vu, vous aviez regretté. Pourquoi est-ce que... Pourquoi? Moi, si vous pour nini, aza étrangère, aza belge. Autorité, non? Autorité en boka na, aza autorité en boka na biso te. Aza aucune autorité na kati en boka na biso. Azo ya bino govandi boye papa mo bimba boye, oye na miso nene avali sibino ko bana miké et abimi lokola mo konzi na bango. Est-ce que c'est normal ça? Cette image de l'Afrique qui est rabaissée, cette image de l'Afrique qui tend la main, il faut que ils arrêtent ça. Il faut que Batiga Bakambo bazo ça. On a besoin des Congolais fiers, des Congolais qui aiment ce pays, qui n'attendent que des choses de la part des Congolais. Pouvoir na bango libanda, même de s'exprimer. Aujourd'hui, par exemple, depuis que le chef de l'État est élu, il s'exprime toujours dans les médias occidentaux. Pourquoi il ne passe pas chez vous? Pourquoi? Ils accordent toujours plus d'importance à Batolibanda. Non, mentalité, on a. Il y a complexe, il faut... En tout cas, moi, je ne serais pas parti voir cette femme, sauf si peut-être elle m'avait invité à aller boire un café. Rex, alors, il y a déjà des annonces d'un probable remaniement. Le président l'a annoncé même au cours d'un conseil des ministres. Vous pensez que ça pourrait être salutaire à la dernière des minutes, comme les Congolais disent que Nzombo le soir, avec ce gouvernement qui pourrait... venir d'ici là. Samalou Kondo a fait quoi? Je l'ai entendu encore dans un média international TV5. Il a parlé pendant 45 minutes. J'avais l'impression que Bissona est aux opposants. Avant de pendant 45 minutes, oui, au Congo ça va pas. Au Congo, au Congo, au Congo, agressé Bisso. Au Congo, tu as senti l'opposition dans les... J'ai l'impression que c'était un opposant parce que les opposants dénoncent ce qui ne va pas dans le pays. C'est ça le boulot d'un opposant. Okay? Ils dénoncent ce qui ne marche pas dans le pays. Mais toi, tu es le patron du gouvernement. Tu es le patron du gouvernement. Qui gère au quotidien. Qui doit gérer, qui est censé gérer au quotidien. Il n'y a pas que le chef de l'État. Il y a aussi son gouvernement. Il y a aussi Samalou Kondo. De quel résultat? Quel résultat? Dans 3 ans, Barobo Sanaé, encore l'autre, on se souvient de lui parce qu'il avait une cravate rouge. Oh. Mais les autres? Et les autres? Donc vous pensez que ce n'est pas important? Ce n'est pas du tout important. Le problème qui est important, c'est la sécurité à l'Est. Et ça, tout le monde doit s'impliquer. Et la personne qui doit impliquer tout le monde, c'est le chef de l'État. D'abord. D'abord. Et pas les Congolais, on viendra derrière et on va appuyer ça. Même moi qui suis de l'opposition, je serai toujours du côté de mon pays face aux ennemis de l'extérieur. Parce que j'ai entendu aussi certains frères dire préférer Nabango Paul Kagame que Félix Tshisekedi. Ça, c'est débile. Nous avons des problèmes dans ce pays. Nous sommes en train de dénoncer, mais nous ne pouvons pas trahir notre peuple pour des étrangers. Sachant plus de ça que des gens là comme ça nous tuent, nous violent, nous assassinent, ce qui n'est pas le cas. On peut accorder beaucoup de défauts à Félix Tshisekedi, mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi ne tire pas sur les gens. Félix Tshisekedi n'abat pas les gens. Félix Tshisekedi n'a pas tué les gens dans ce pays, à moins qu'il ait fait des choses que je ne sois pas au courant. Oui, d'accord. Alors, Rex, c'est vrai que vous aviez épinglé un point là très important, j'aimerais revenir là-dessus. C'est vrai que le pouvoir au Congo vient également de l'Europe, de l'Occident, des Occidentaux. C'est ce que les gens croient, mais ce n'est pas vrai. Le pouvoir, c'est le peuple congolais. Tout se passe ici. Malheureusement, il y a un moment donné, ceux qui sont aux affaires refusent de partir. Quand ils refusent de partir, c'est l'armée qui sort. C'est des Congolais qui sont tués. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme ça que Kabila est resté pendant 18 ans. Aujourd'hui, il a négocié avec Félix. Félix il a pris la place. Kabila aujourd'hui, il mène une retraite paisible dans le pays. Et on attend des nouvelles élections.
Mais à chaque fois, le peuple congolais a besoin d'une élection réelle, transparente, dans laquelle il peut s'exprimer. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore eu ces élections-là et nous les voulons absolument et nous nous battons pour les obtenir. Et j'espère que cette année, avec Félix Tshisekedi à la tête du pays, un membre de l'UDPS, le fils d'Étienne Tshisekedi, le docteur en droit, le droit sera respecté. Ah, d'accord. Mais j'aimerais également, avant de finir la dernière des questions, c'est vrai que vous êtes vraiment des précurseurs, Rex, de ce qui se passe actuellement en Afrique. C'est vraiment là où on sent, comme on dit, un sentiment anti-français au niveau de l'Afrique de l'Ouest. On voit des jeunes, la jeunesse africaine s'est soulevée pour dire non à l'impérialisme, pour dire non à France-Afrique. Mais est-ce que vous pensez qu'on doit, ici en Afrique, on doit changer? Je ne pourrais pas les qualifier des commanditaires ou bien des gens qui nous donnent des injonctions. On doit quitter la France pour aller à la Russie, ou bien vous avez une autre lecture? Parce que ce qui souffle au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est plus un sentiment pro-russe. Ils pensent que la Russie pourrait être un bon partenaire ou soit une bonne partenaire. Moi, je les comprends. Je les comprends, même si, pour moi, on ne doit pas tous courir derrière la Russie. On doit d'abord, nous-mêmes, être capables de fonctionner pour nous-mêmes et être maîtres de notre propre destin. Et ne pas attendre les étrangers pour qu'on soit ce que nous sommes. Mais ces gens-là disent ça pourquoi? Ici, nous avons la MONUSCO pendant plus de 23 ans. Cette MONUSCO, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est l'Allemagne, c'est les Européens, etc. Pour quel résultat? Zéro. Ils ont fait la même chose au Mali. Dès que les Maliens se sont mis avec les Russes, livraison d'hélicoptères, livraison d'avions de combat, livraison... Ah oui, aujourd'hui, les Maliens sont capables de se défendre. Ouais. Non seulement on leur vend des armes, mais on les forme. Ouais. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Au Tchad, le petit Déby, qui a assassiné une cinquantaine de personnes il y a 6 mois, il a accueilli à l'Élysée. Ouais. Quel est le message que le président de la France a envoyé aux pays d'Afrique? D'abord, on traite avec les terroristes, les gens qui vous tuent, qui vous assassinent, parce qu'on pense d'abord à nos propres intérêts. Et c'est comme ça que les générations qui arrivent ne veulent plus de ça, ne veulent plus être soumis à un pays ou à un diktat d'un pays. Et ils sont ouverts. Nous sommes dans la globalisation, nous sommes dans la mondialisation, nous pouvons travailler avec les Turcs, nous pouvons travailler avec les Chinois, nous pouvons travailler avec les Brésiliens. Le Brésil, c'est un grand pays. Nous pouvons travailler avec l'Inde sur énormément de domaines. Nous sommes ouverts au monde. Nous n'appartenons pas à un groupe ou à un mouvement. Et lorsque tu vois l'image qu'on vient de voir, la classe politique congolaise venir comme ça, dire qu'on veut devenir chef de l'État et en même temps se mettre tous sous la coupe du ministre des Affaires étrangères belge. Et surtout un ministre des Affaires étrangères. Or, tous ces gens-là, ceux qui ministres morts à Congo à Bénissi Bongo Bokindete, ils diront que non, nous n'avons pas les niveaux de ces ministres. Mais là, vous voyez tous là, je ne dirais pas courir, mais ils partent. Bien sûr, courir. Tu peux dire courir. Oh non, là, je ne prête pas. Oui. Mais tous là, ils partent en tout cas. Bon, en tout cas, moi, je suis très fier de recevoir Rex Kazadi. Comme je l'ai dit, il est le précurseur de ces combats même en Afrique. Si aujourd'hui, c'est vrai qu'après des Lumumba, des Tshisekedi, Etienne, mais si aujourd'hui on sent la jeunesse africaine s'élever, c'est parce qu'en RDC, il y avait également des jeunes au niveau de la diaspora qui se sont levés, et notamment des Rex et Kazadi, qui se sont levés pour dire non, cette histoire, cette souffrance doit finir. Et c'est pourquoi nous voyons tout ce qui se passe actuellement en Afrique et nous devrions reconnaître les nôtres. Parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, on dit que ce qui se passe, on applaudit. Des jeunes au niveau de Burkina Faso, je vois également la Guinée, je vois les Tchad, je vois les Mali, tous ces jeunes-là qui sont contre les dictats français, qui sont contre l'impérialisme. C'est parce qu'ils ont vu également ce qui s'est passé au Congo, où des jeunes se sont soulevés pour dire non à un troisième mandat de M. Kabila. Et c'est parmi des jeunes, il y a Rex Kazadi. Moi, je suis très fier. Alors, pour finir, Rex, vous serez candidat encore cette année?
Je serai candidat. Ah, d'accord. Mais je ne serai pas candidat à la députation. Où vous serez où? Je reviendrai sur votre plateau d'ici quelques mois vous dire exactement ce qu'il sera, mais en tout cas, je serai candidat. Ah, d'accord. Merci beaucoup, c'en est fini pour aujourd'hui. Un dernier mot, ce que vous pourriez dire à la population qui vous suit, un message à nos frères de l'Est, un dernier mot, ce sera plutôt aux frères de l'Est et à tous les Congolais de savoir que le Congo est en guerre. Ça fait presque 30 ans qu'on nous fait la guerre, de partout. Le Congo n'a pas d'amis. Le Congo est seul face à lui-même. Donc, si on ne comprend pas qu'on doit s'organiser, s'entendre, être une seule personne pour se défendre contre nos agresseurs, on ne va jamais y arriver. En tout cas, courage au peuple de Goma. On ne vous oublie pas, vous êtes dans nos cœurs, vous êtes dans nos prières. Et Goma n'est pas à 2000 km, Goma est dans le Congo. Goma appartient au Congo. Merci beaucoup à Rex Kazadi, merci beaucoup à Belgodor Mutombo, merci à Réveil. C'en est fini pour aujourd'hui. Comme je vous disais, je répète encore, procurez-vous de ça, exclusif en tout cas, lisez ça à tout moment, c'est pour notre frère Eric Wemba, je pense que soutenez-le, ça sera une très bonne chose. C'est un journaliste très engagé pour la cause de son peuple. Alors, c'est vrai que je ne sais pas si l'avion de M. Moïse Katumbi a finalement eu l'autorisation de voler, parce qu'on aurait appris que son avion n'aurait pas encore l'autorisation pour aller à Moba, c'est toujours dans les grands et Katanga où devrait se tenir un meeting, les villages de Mwando, du fait Papa Mwando et Christian Mwando également. Les équipes d'avance du candidat déclaré Moïse Katumbi, là j'ai lu exclusif, ont été empêchés de voyager par les services de sécurité pour Moba dans la province du Tanganyika hier lundi 6 février pour un meeting. Leur avion a été interdit de décoller à l'aéroport de la Luano à Lubumbashi. Un meeting du parti Ensemble pour la République est prévu le mardi 7 février dans cette ville, c'est-à-dire aujourd'hui. Je ne sais pas si on a finalement autorisé. Je pense que vous aurez des précisions parce que demain je vais recevoir Mike Mukebai. Je pense que ça pourrait être un débat, ou soit seul, mais j'ai réservé Mike Mukebai demain. Je suis Camille Legrand, relais YouTube Peter Tiani, RDC, rediffusion, je pense à 22h juste. Perfect Télévision, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Courage à tous les Congolais et battons-nous pour notre pays. Au revoir.